Cette vidéo présente la correction de l'évaluation numéro 2 qui portait sur le courant alternatif monophasé et triphasé. N'hésitez pas à la visionner en plusieurs fois puisqu'elle sera sans doute assez longue. On commence tout de suite par le premier exercice, un exercice qui portait sur un circuit en monophasé. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, important dans ce genre d'exercice, c'est de commencer par bien localiser les informations importantes pour élaborer les réponses. On a donc ici, pour commencer, des calibres qui nous sont donnés pour la voie tension et la voie intensité. On a également une information qui concerne l'axe horizontal, mais on va voir qu'on pourrait très bien se passer de cette information. Alors, première chose à déterminer, c'est l'intensité et la tension efficace. Alors, pour cela, il faut commencer par déterminer les valeurs maximales de la tension et de l'intensité. En clair, on va devoir mesurer cette valeur-ci, ainsi que celle-là. Alors, je commence par la tension. J'ai donc ici le relevé de la tension maximale. Et cette tension maximale, dans le cas qui nous intéresse, elle correspond à 3,8 divisions. Chacune des divisions faisant 10 volts, ce qui fait donc une tension maximale de 38 volts. En ce qui concerne l'intensité, là encore, on va relever une valeur maximale de 1,5 division avec un calibre de 5 ampères par division, ce qui donne 7,5 ampères. Pour obtenir les valeurs efficaces, il faut diviser les valeurs maximales par racine de 2. On a donc ici U qui sera égal à 38 sur racine de 2, ce qui donne 26,9 ampères, 26,9 volts. Et on va avoir I qui sera donc égal à 7,5 ampères divisé par racine de 2, ce qui donne 5,3 ampères. Question suivante, déterminer le déphasage. Alors, la relation que l'on utilise pour le calcul du déphasage en degrés, donc phi, ce sera donc égal à 360 multiplié par petit t, le décalage entre la courbe tension et la courbe intensité, et grand T, la période. Alors, c'est pas inutile d'annoter le schéma pour bien repérer ces informations-là. Petit t correspond donc à l'écart entre les deux passages à zéro tension-intensité. Voici petit t. On peut le mesurer également au tout début du signal. En ce qui concerne grand T, eh ben, c'est une période complète. Ça correspond à cette valeur-là. Alors, il y a deux manières d'aborder la partie numérique de cette question. Soit on va déterminer les temps petit t et grand t en millisecondes, soit on peut tout simplement se contenter de mesurer des distances. Alors, si on passe par les temps en millisecondes, on va déterminer que grand T est égal à 20 millisecondes, puisque c'est l'inverse de la fréquence. On a F égale 1 sur T, ou bien T égale 1 sur F. Nous connaissons la fréquence, on peut donc déterminer la période.
Sachant que 10 divisions correspond à 20 millisecondes, il devient évident que petit t vaut ici 2 millisecondes. Mais il y a plus simple que ça, hein. On peut tout simplement constater que petit t correspond à une division, alors que grand T correspond à 10 divisions. Dans ces conditions, on peut tout simplement écrire que phi, c'est 360, fois petit t, donc une division, divisé par grand T, 10 divisions, ça donnera 36 degrés, et on obtiendrait exactement le même résultat en prenant les valeurs de petit t et grand T exprimées en millisecondes. Dernière question de cet exercice. Calculer la puissance absorbée. Nous sommes en monophasé. La puissance absorbée, par définition, P, c'est le produit UI cosinus phi. On a tous ces éléments-là dans les questions précédentes. Il suffit donc de faire l'application numérique et on trouve 115,3 watts. On passe à l'exercice suivant. Exercice suivant avec cette fois-ci un récepteur en triphasé. On doit commencer par calculer le facteur de puissance. On va se servir d'une relation qui est très proche de la précédente. Mais attention, cette fois-ci, on est en triphasé. On doit absolument, bien sûr, penser à ce coefficient de racine de 3 qui apparaît dans cette situation-là. Vous voyez que dans la relation ici, on connaît tout sauf cosinus phi. Il suffit donc d'exprimer la valeur de cosinus phi en fonction des autres éléments qui sont fournis. Ce qui donne une valeur de 0,84. Déterminer la puissance apparente et la puissance réactive. La puissance apparente S en triphasé s'exprime avec UI racine de 3. Là encore, c'est de l'application numérique, tout est donné. Ça donne 39 006 VA. Et pour calculer Q, eh bien, le plus simple, connaissant les deux autres valeurs, c'est de se servir du triangle des puissances, ce qui permet d'exprimer Q, qui sera donc égal à racine carrée de S au carré moins P au carré. Et on trouve 21 264 var. Dans la suite de l'exercice, on va ajouter un condensateur. Alors ce condensateur va donc maintenant diminuer la valeur de Q, et ce qui va avoir une incidence sur l'intensité. Donc la démarche ici est un petit peu plus longue. On commence par déterminer ici Q', qui vaut donc la valeur précédente de Q moins l'apport du condensateur, ce qui donne 11 264 var. La puissance P' est inchangée. Elle est égale à la puissance P. On a donc une nouvelle valeur pour Q' et une valeur identique pour P. Ces deux valeurs vont permettre de déterminer S'. Là encore, on emploie les propriétés du triangle des puissances. Et on trouve 34 586 VA.
La nouvelle valeur de l'intensité peut maintenant être déterminée. On va la noter I', et elle est donc égale à S' sur U racine de 3. C'est la méthode la plus simple pour obtenir cette valeur-là. Et ça donne 49,9 ampères. On constate au passage que le courant a effectivement diminué. La valeur du facteur de puissance, on peut maintenant la calculer en reprenant la même relation qu'au départ, la relation de la puissance. C'est exactement le même calcul, mais avec des valeurs différentes. Donc P' n'a pas changé, c'est toujours la même valeur. C'est finalement l'intensité qui a changé. Et on obtient 0,95. On a donc bien ici une amélioration du facteur de puissance. Exercice suivant, un radiateur triphasé. On veut comparer ici ce qui se passe lorsqu'on a un circuit où les résistances seront branchées en étoile et un autre circuit où les résistances seront branchées en triangle. On commence par le montage étoile. Alors la chose à remarquer ici, c'est la valeur de la tension V qui va être égale à U divisé par racine de 3, ce qui donne 231 volts. Et maintenant qu'on a la tension aux bornes d'une résistance, eh bien, on peut appliquer la loi d'Ohm pour déterminer IR, qui est donc égal ici à V sur R, ce qui donne 2,31 ampères. Maintenant qu'on a ces informations-là, on peut déterminer directement la puissance active. Pour une résistance, la puissance réactive s'écrit R fois IR au carré. Et comme il y a 3 résistances, eh bien, on doit multiplier cette résistance par 3. Une autre relation utilisable pour obtenir le même résultat, c'est d'appliquer la relation fondamentale de la puissance en triphasé. On peut donc écrire PY égale U fois IY, mais IY c'est la même chose que IR, fois racine de 3, fois cosinus phi, mais ici cosinus phi vaut 1, puisque on a affaire à une résistance. On a donc toutes les informations pour pouvoir faire l'application numérique. Ce qui donne ici 1600 watts. Deuxième montage, le montage triangle. Alors cette fois-ci, la tension UR est connue. En regardant le circuit, on peut s'apercevoir que UR, ça sera la même chose que U. Donc on peut immédiatement calculer IR, loi d'Ohm, égale UR sur R, avec UR qui vaut 400 volts, ce qui fait 4 ampères. Il faut maintenant déterminer le courant ID. Dans un circuit en triangle, le courant ID est égal à racine de 3 fois le courant dans un élément. Ce qui donne 6,93 ampères.
On peut donc maintenant déterminer la puissance, P indice D, toujours avec la même relation que précédemment, U, I, racine de 3 cosinus phi, avec la même remarque que précédemment concernant le cosinus, et on obtient cette fois-ci 4800 watts. Petite remarque au passage concernant cet exercice, on pouvait contrôler facilement les résultats en remarquant que en triangle, la puissance est 3 fois celle du montage étoile. On termine avec le dernier exercice qui est consacré à la méthode de Bouchereau. Alors, on a ici 3 moteurs, et pour ces 3 moteurs, eh bien, on veut appliquer la méthode de Bouchereau de façon à obtenir les informations globales de ce circuit. Alors, je vais commencer par recopier ce que l'on connaît. Il faut donc maintenant, à partir de toutes les informations qui sont fournies, euh, euh, calculer les éléments de la méthode de Bouchereau. Alors, on commence par calculer les intensités. Alors, les intensités, on va se servir de ce que l'on a, hein. On connaît les puissances. On peut donc écrire que I, c'est égal à P sur U, racine de 3, cosinus phi. Alors, je précise une petite chose. Il semble que dans le sujet, il ne soit pas fait explicitement mention d'un circuit en triphasé, ce qui veut donc dire que les deux réponses seront acceptées, que l'exercice a été traité en monophasé ou en triphasé. En ce qui me concerne, je fais le corrigé pour un circuit triphasé. Donc en appliquant cette relation, on va trouver les différentes intensités que j'indique maintenant. On peut maintenant calculer S. Alors il y a plusieurs manières pour calculer S. On peut se servir du résultat précédent en faisant U, I, racine de 3. On peut aussi employer comme relation P divisé par cosinus phi. L'intérêt de la seconde méthode est qu'elle fait appel aux données du problème et non pas à une valeur intermédiaire. Enfin, pour terminer, on doit déterminer les valeurs de la puissance réactive et encore une fois, le plus simple va consister à employer le triangle des puissances à l'aide des deux puissances qui sont fournies, donc S au carré moins P au carré. Si vous avez traité cet exercice en monophasé, il vous suffit de diviser les puissances par racine de 3 pour retrouver vos valeurs. Alors maintenant que tout est préparé pour appliquer la méthode de Bouchereau, eh bien la suite va consister à utiliser la colonne des puissances actives et la colonne des puissances réactives, et seulement ces deux colonnes-là, pour la suite de l'exercice. Alors c'est ce qui est demandé ici, on doit maintenant déterminer les puissances actives et réactives totales. Donc puissance active totale, c'est la somme des puissances. Ça donne ici 12 200 watts. Puissance réactive totale, c'est la somme des puissances réactives et ça donne 11 185 var. Ces deux puissances vont nous permettre d'effectuer la suite des calculs. Alors, en commençant par déterminer la valeur de la puissance apparente totale, donc S totale, toujours le triangle des puissances, on prend la puissance active totale et la puissance réactive totale.
on obtient comme résultat 16 551 VA. On peut maintenant calculer l'intensité absorbée. Ce qui donne 23,9 ampères. Et le facteur de puissance de cette installation. Par cette relation-là, par exemple. Ou bien celle-ci, en reprenant les calculs précédents. Cela donne 0,74. Alors voilà, c'est la fin de cette correction. Je vous conseille de reprendre ces exercices parce qu'ils sont vraiment la base de ce qui est susceptible d'être demandé dans les sujets d'examen.